Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Reprendre la mer avec Interentreprises. Vous vous souvenez? Nous allons vous faire aimer la mer. Tout d'abord l'actu. Une grosse qui devrait changer l'utilisation de la haute mer si elle est vraiment mise en œuvre. Pour l'instant, savourons déjà cette première victoire. En effet, après 20 ans de négociations, les pays membres des Nations Unies viennent de signer un accord pour la protection de la haute mer. Il est destiné à coordonner l'activité humaine dans cet espace maritime. Cet accord ouvre la voie à la création d'un outil juridique contraignant qui viendra combler les vides qui existent dans le précédent traité international qui date de 1982. Ce traité vieux de 40 ans d'âge concernait principalement l'activité côtière, mais pas la haute mer. Haute mer, ce qui prévaut jusqu'à aujourd'hui est le principe du premier arrivé, premier servi. Pour être précis, la haute mer est l'espace qui commence après les zones économiques exclusives des États qui ne sont aujourd'hui sous la juridiction d'aucun pays. Ce nouvel accord cadre permet par exemple la création d'aires maritimes protégées en haute mer. Beaucoup d'États, dont la France, ont déjà des aires maritimes protégées, mais dans leur zone côtière. Pour avoir une idée, toutes réunies, les aires marines protégées existantes représentent qu'1% de la surface totale des océans. Lorsque ce nouvel accord entrera en vigueur, après avoir été ratifié par un nombre suffisant de pays, le traité permettra de créer de nouvelles zones protégées au sein desquelles la pêche, la navigation, les activités d'exploration telles que l'exploitation minière en haute mer seront strictement encadrées. Le texte obligera en outre les États à réaliser des études d'impact environnemental avant d'entamer la moindre activité en haute mer. Ce texte cadre n'est qu'une première étape. Il reste à définir les budgets qui vont permettre la création de ces aires marines protégées en haute mer, de les surveiller, et ce, dans toutes les mers du monde. Cet accord concerne également les ressources marines génétiques et leur juste répartition entre les pays, quelle que soit leur capacité. Pour bien comprendre, les industries pharmaceutiques, chimiques et cosmétiques des pays développés espèrent trouver les molécules de demain dans la haute mer. Dans le dernier projet de texte rendu public sur la question de la redistribution des fruits de ces découvertes à venir, les négociateurs étaient parvenus à un accord octroyant 2% et jusqu'à 8% à terme des futures ventes des produits issus de ces ressources aux pays en développement qui n'ont pas les moyens de conduire ces coûteuses recherches. Au-delà de ce marchandage déjà déséquilibré, rappelons que les océans sont l'un des principaux réservoirs de la biodiversité dans le monde. Ils sont aussi des puits carbone essentiels à la régulation du climat et donc indispensables dans la lutte contre le dérèglement climatique. Juste un rappel, cet accord signé, l'étape suivante est donc sa mise en œuvre et ce ne sera pas une mince affaire. D'une part, parce que ce traité a été adopté par un faible nombre de délégations. D'autre part, parce que le texte adopté n'a pas encore été rendu public et que des mots et des virgules peuvent encore en modifier l'aspect. Rena Lee, la présidente de la conférence, certifie cependant que le texte ne pourra être modifié qu'à la marge, mais sans la réouverture de négociations sur le fond. Nous voulons la croire. Cependant, c'est seulement dommage que cet espace commun, si indispensable à la survie de la planète, fasse, comme le reste de la nature, l'objet de prédation entre grandes puissances pour déterminer la propriété, avec de grands risques de dommages, comme nous l'avons déjà expérimenté pour le reste de la nature. À suivre donc. Depuis novembre dernier, il se passe des choses fort intéressantes entre les grands ports maritimes de Guadeloupe et de Martinique. Avant de recevoir lors des prochaines émissions Jean-Pierre Chalut, président du directoire du Grand Port Maritime de Guadeloupe, et Jean-Rémy Villageois, président du directoire du Grand Port Maritime de Martinique, afin qu'ils nous expliquent en live de quoi il s'agit, je souhaite vous présenter auparavant le contexte européen, voire mondial, dans lequel ces ports évoluent pour bien mesurer ce qui est en train de se jouer.
En effet, en 2001, l'Union européenne a commencé à imaginer la mise en place entre les pays la constituant de réseaux transeuropéens de transport intégrant les ports. En 2003, 29 corridors ont été institués, dont 4 maritimes. Le premier reliant les ports sur la mer du Nord à ceux de la mer Baltique, le second reliant ceux de la façade atlantique jusqu'à la mer du Nord, en passant par la Manche, le troisième en mer Méditerranée occidentale et enfin le quatrième en mer Méditerranée orientale jusqu'à la mer Adriatique. Ces 4 corridors maritimes européens constituent le réseau central qui ne passe cependant pas par le reste du monde où pourtant l'Europe a des points d'appui comme l'outre-mer français. C'est dans la stratégie européenne de transport maritime de 2018 qu'a été rajouté ce réseau central au réseau global dont font partie cette fois les ports d'outre-mer. Pendant longtemps, cette stratégie est demeurée sans réalité outre-mer. Personne dans ces eaux-là ne voyait l'intérêt de telles grandes manœuvres maritimes. Or, depuis 2018, d'importants financements y étaient consacrés. Mais il n'y avait pas de projet. L'Europe poursuit cependant son idée. Dans le plan Horizon Europe 2021-2027, dans l'axe 2, intitulé Enjeux mondiaux et compétitivité industrielle européenne, l'alinéa 5 concerne précisément le climat, l'énergie et la mobilité dans le transport fluvial et maritime. Cette ligne est dotée d'une enveloppe de 15,1 milliards d'euros, pouvant notamment financer les infrastructures portuaires outre-mer. Ces fonds sont accessibles par appel à projets européens très compétitifs. Pour savoir, le taux de succès est en moyenne d'un dossier retenu sur 3 déposés. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. 4 éléments sont en train de bouleverser le transport maritime mondial et les présidents des grands ports maritimes des Antilles françaises l'ont compris. Il s'agit, petit 1, du réchauffement climatique qui s'accélère, petit 2, des pressions fortes de l'Organisation maritime internationale pour que le secteur maritime décarbone son activité à marche forcée, après avoir passé des décennies à mettre le sujet sous le tapis, petit 3, de l'accroissement de la taille des navires et du ralentissement de leur vitesse afin qu'ils polluent moins, petit 4, des modifications des routes maritimes mondiales. Résultat, les 2 gouvernances des grands ports maritimes ont compris que pour exister dans ce jeu mondial-là, qu'ils doivent faire partie des corridors verts, c'est-à-dire des routes maritimes dont les escales garantiront aux compagnies maritimes qu'elles pourront y trouver tous les éléments permettant de décarboner leur trafic. Parce que c'est simple, ceux qui ne seront pas dans ces corridors verts seront simplement injectés du trafic. D'où des investissements colossaux qui se font dans de nombreux ports du monde, notamment dans ceux de la Caraïbe. Face à cette évidence, les gouvernances des grands ports maritimes des Antilles françaises ont compris qu'ils ne pourront pas entrer dans cette danse chacun de leur côté. Clairement, leur objectif est que l'un devienne le backup de l'autre dans tous les sens et dans tous les cas en cas de problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de ligne dédiée. Et parce qu'une escale dans des rotations touchant plus de 15 ports internationaux multiplie d'autant les risques de problèmes. Les ports français de la Caraïbe ont compris qu'ils ne peuvent plus jouer perso. Ainsi, c'est la première fois que les grands ports maritimes de Martinique et de Guadeloupe déposent ensemble un dossier de financement auprès de l'Union européenne pour agrandir leurs quais, moderniser leur outillage et augmenter sensiblement le nombre de leurs portiques, refaire tous les circuits de leurs fluides, etc. Pour se moderniser, le Grand Port Maritime de Guadeloupe souhaite obtenir 120 millions d'euros sur un total d'investissement de 160 millions d'euros. Et celui de la Martinique, 70 millions d'euros sur un total de 130 millions d'euros. Le dossier a été déposé en janvier 2023. Rouleau bravo pour les équipes administratives et techniques des 2 grands ports qui ont travaillé ensemble et ont réussi la performance de constituer en 3 mois ce dossier. D'habitude, sur ce type de dossier technique, il faut au moins 5 mois pour le finaliser. Depuis, on est dans le temps d'instruction par la Commission européenne. Prochaine étape, réponse de la Commission en juin 2023. Si le dossier est retenu, des négociations intenses s'établiront entre la Commission européenne et les ports jusqu'à la signature de grands agréments en octobre 2023. Ici aussi, chaque virgule devra être pesée pour éviter toute surprise lors de l'exécution.
C'est la Guadeloupe qui est le chef de file sur le dossier. En clair, c'est le GPM de Guadeloupe qui recevra l'ensemble des fonds et qui reversera à la Martinique la part lui revenant. Et puis, les planètes étant décidément alignées, les deux grands ports viennent de signer avec Aropa Port des conventions sur un certain nombre de sujets. Parce qu'on ne change pas d'échelle comme ça, sans accompagnement. Ils ont choisi un champion. Aropa Port est le résultat de la fusion des 3 ports le long de la Seine, à savoir les ports du Havre, de Rouen et de Paris. C'est Édouard Philippe, alors Premier ministre, qui a présenté en 2017 aux Assises de la mer l'idée du corridor maritime. 3 ont été créés. Un sur l'axe Seine, un au nord avec Dunkerque et enfin un au sud avec Marseille. En 2018, un nouvel établissement public a été créé pour loger ces fusions de ports. Après 3 ans de préfiguration, Aropa Port est né en juin 2021. Il est présidé par Stéphane Raison. Pour rappel, c'est lui qui a fait la préfiguration du port de la Réunion devenu Grand Port Maritime. Revenons à Aropa Port. Créé en 2021, dès 2022, cette fusion a porté ses fruits. L'activité a progressé de 2% et surtout, la notion de corridor a permis la signature d'un investissement logistique de 1 milliard d'euros porté par la compagnie MSC qui reconfigure totalement le quai qu'il exploitait, change l'outillage et les terre-pleins avec l'objectif de passer le trafic de containers de 3 millions à 6 millions d'équivalents 20 pieds d'ici à 2028. Donc, les grands ports maritimes des Antilles françaises vont bénéficier des savoir-faire d'Aropa sur un certain nombre de sujets techniques, fonciers, sur la transition écologique, numérique, sur la sûreté, sur l'avitaillement des navires qui passeront à d'autres types d'alimentation, etc., etc. L'objectif est de faire baisser les gaz à effet de serre à chaque extrémité du corridor. Et d'autres choses devraient suivre. On en parle la prochaine fois, cette fois avec les présidents des directoires des grands ports maritimes de Martinique et de Guadeloupe. Maintenant, place au métier de la mer. Aujourd'hui, rencontre avec Mathis Marie-Rose. C'est un jeune Martiniquais de 22 ans, matelot sur la barge Zouti à la Somara. Son métier le passionne. Il donne envie de prendre la mer. Bonjour, je m'appelle Marie-Rose Mathis, j'ai 22 ans. Alors à la Somara, j'occupe le poste de matelot. Alors sur une barge, ça va consister à assister l'équipe, les plongeurs, gérer aussi les cordages. Si jamais aussi nous avons un bateau qui a besoin de s'amarrer sur la barge, ça sera aussi mon travail. Je vais l'assister pour qu'il puisse s'amarrer sur le bateau. Alors j'ai suivi une formation à l'école maritime de Trinité en 3 ans. Le bac pro capitaine 500 et suite à ces 3 ans, j'ai postulé à la Somara afin de pouvoir valider mon diplôme. Alors dans ce métier, il y a beaucoup de choses à voir, à apprendre aussi. On a la chance de pouvoir travailler sur plusieurs catégories de bateaux et on voit aussi beaucoup de pays. On ne tombe pas souvent sur les mêmes choses. Donc on a beaucoup de possibilités. Donc aujourd'hui on peut être par exemple sur Zouti comme moi je suis, ou un autre jour on peut être sur un remorqueur. Alors dans mon métier c'est bien parce que au début on commence au niveau de matelot. On peut passer par un peu tout ce qu'il y a à faire sur le pont, piquer de la rouille, faire de la peinture et tout. Et au fur et à mesure, on pourra monter en échelon, bien sûr avec les diplômes, et pour au final peut-être finir au stade de capitaine. On a eu l'occasion de faire un chantier à Shellshare avec l'entreprise Orange. Avec la barge Zouti, nous avons déposé un câble de fibre optique sur la plage de Shellshare.
Alors, c'est un bon métier, hein. Il faut s'engager, il faut pouvoir se renseigner. Il y a plusieurs domaines, chacun a ses préférences. Oui, je le conseillerais aux jeunes qui seraient intéressés par la mer, c'est vraiment une bonne chose. Allez-y. Voilà, reprendre la mer avec Interentreprise est terminé. Faites-nous vos suggestions sur reprendre la mer @interentreprise.com. On se retrouve en avril. Prenez soin de vous.